Odette Garnier avait 77 ans lorsqu'elle fut surprise main dans la main avec Maxime Laurent rue du Commerce, un samedi midi. Honfleur était trop petite pour les secrets et ce samedi-là, le marché était bondé. Madame Chevalier la remarqua la première. Elle s'arrêta au milieu du trottoir, son sac de légumes manquant de lui échapper des mains, la bouche grande ouverte, muette de stupeur. Puis ce fut au tour de Monsieur Dubois, de la boulangerie, qui laissa tomber un plateau de pain, provoquant un bruit qui attira encore plus de regards. En quelques minutes, la moitié de la ville était au courant. Odette Garnier, une veuve respectable et professeure de piano à la retraite, se promenait main dans la main avec un jeune homme qui aurait pu être son arrière-petit-fils. Ce que personne ne savait encore, c'est que tout n'était que mensonge. Pas la promenade main dans la main, elle était bien réelle, mais la relation, l'amour, toute l'histoire qu'Odette raconterait dans les semaines à venir, confrontée à la vérité. Tout reposait sur un mensonge qui paraissait insignifiant au départ, mais qui allait grandir jusqu'à les engloutir tous les deux. La vérité a commencé 3 mois plus tôt, en février, lorsque Maxime est arrivé à Honfleur en quête de travail. Il avait quitté Paris après ses études d'architecture, non pas par ambition, mais par totale absence de projet. Il était perdu, comme le sont souvent les jeunes de 25 ans lorsqu'ils réalisent qu'un diplôme ne s'accompagne pas d'un mode d'emploi. Il a loué une minuscule chambre dans une pension près du Vieux-Port et s'est mis à chercher du travail dans les agences d'architecture locales. Personne n'embauchait. La conjoncture était difficile. Les jeunes, sans expérience, n'étaient pas une priorité. Ses économies s'épuisèrent en 3 semaines. La propriétaire lui annonça qu'en cas de non-paiement, il devrait partir. Maxime se retrouva sans ressources. Impossible de retourner à Paris. Sa famille avait rompu tout contact avec lui 6 mois plus tôt, lorsqu'il avait planté sa fiancée devant l'hôtel. Un choix judicieux, certes, mais qui lui avait coûté tous ses liens. Seul, sans le sou et désespéré, il aperçut alors une annonce sur le tableau d'affichage de la boulangerie. On recherche une personne pour l'entretien de la maison. Logement compris. L'adresse menait à une maison de 3 étages sur la colline dominant l'estuaire de la Seine. Odette ouvrit la porte. Petite, mince, les cheveux blancs tirés en un chignon serré, ses yeux bleus perçants l'avaient scruté en 2 secondes et ne semblaient guère apprécier ce qu'il voyait. Il expliqua qu'il était venu suite à l'annonce. Elle lui demanda s'il avait de l'expérience en entretien. Il mentit et répondit par l'affirmative. Il était habile de ses mains et apprenait vite. Elle l'observa longuement. Puis, elle soupira et l'invita à entrer. La maison tombait en ruine. Fenêtres bloquées, fuites, peinture écaillée, jardin envahi par les mauvaises herbes. Odette expliqua qu'elle vivait seule depuis 12 ans. Depuis la mort de son mari. Elle faisait ce qu'elle pouvait, mais certaines choses exigeaient une force ou une habileté qu'elle ne possédait plus. J'avais besoin de quelqu'un pour réparer ce qui était cassé, pour entretenir ce qui fonctionnait encore. En échange, elle proposa une petite chambre au 3e étage et 2 repas par jour, pas de salaire. Maxime accepta immédiatement. Il n'avait pas le choix. Les premiers jours furent difficiles. Maxime ne savait pas vraiment s'y prendre en maintenance. Il improvisait, consultait en cachette des tutoriels sur son portable et commettait des erreurs qu'il devait corriger avant qu'Odette ne s'en aperçoive. Elle était exigeante, critique et rarement satisfaite de son travail. Pourtant, elle ne le renvoya pas. Ils prenaient leurs repas en silence, chacun dans un coin de la grande table. Elle lisait le journal, ignorant sa présence. Il mangeait rapidement et montait dans sa minuscule chambre où il passait ses nuits seul, à écouter la ville s'endormir dehors. C'est en mars que tout a basculé. Maxime réparait une charnière de fenêtres dans le salon lorsqu'il entendit un piano. Le son provenait de la pièce au bout du couloir, qu'Odette gardait toujours fermée à clé. C'était du Chopin. Il le reconnut car son ex-fiancée en jouait, mais il ne l'avait jamais entendu ainsi. Techniquement imparfait, certes, mais avec une âme, chaque note chargée d'une émotion intense. Il cessa de travailler et se contenta d'écouter. Quand la musique s'acheva, il resta là, un outil oublié à la main. La porte de la pièce s'ouvrit. Odette sortit
et le trouva. Elle lui demanda ce qu'il faisait là. Il répondit qu'il écoutait, que c'était magnifique. Quelque chose changea sur son visage. Il s'adoucit un instant avant de se durcir à nouveau. Elle lui dit de ne pas écouter, que c'était privé. Il s'excusa, il retourna travailler, mais le lendemain, elle laissa la porte entr'ouverte en sonnant. Et le surlendemain, c'était devenu une habitude silencieuse. Elle sonnait, il écoutait, faisant semblant de travailler. Ils n'en parlèrent jamais. Le dégel commença lentement. Elle se mit à faire quelques remarques pendant les repas. Sur le temps qu'il faisait, sur les nouvelles du journal, sur l'amélioration de son travail. Il répondait. De brèves conversations, mais moins chargées de silence hostile. Il découvrit qu'elle avait été professeure de piano pendant 50 ans. Elle avait enseigné à des générations d'enfants à Honfleur. Elle avait pris sa retraite à 68 ans lorsque l'arthrite avait commencé à rendre difficiles les longues heures passées au piano. Désormais, elle ne jouait plus que pour elle-même. Il parlait d'architecture, de sa rupture avec sa fiancée, de son sentiment d'être perdue. Elle ne donnait aucun conseil. Elle se contentait d'écouter. En avril, quelque chose s'est brisé pendant une tempête. Non pas dans la maison, mais en Odette. Il a entendu des pleurs venant du salon. Il l'a trouvée assise sur le canapé, une photo à la main, les larmes ruisselant sur son visage ridé. C'était la photo d'un homme d'âge mûr, souriant, son mari. Il a hésité à la porte, ne sachant s'il devait partir ou rester. Elle a levé les yeux et l'a vu. Elle n'a pas cherché à cacher ses larmes. Elle a dit que ce jour-là aurait été l'anniversaire de son mari, 79 ans s'il était encore en vie, 12 ans après sa mort, et la douleur était toujours aussi vive. Maxime s'assit à côté d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'il soit là. Elle parla de son mari, de leur rencontre, jeune fille, de sa patience à la courtiser, car elle était timide, de leur vie commune dans cette maison. De sa mort soudaine, une crise cardiaque pendant son sommeil, sans prévenir, sans dire au revoir. De son réveil, à côté de son corps froid, et du moment où le monde s'est effondré. Maxime écouta tout. Quand elle eut fini, il dit quelque chose qui les surprit tous les deux. Il dit qu'il comprenait, que la perte n'était pas forcément synonyme de mort pour faire souffrir, qu'il avait perdu toute la vie qu'il avait imaginée en quittant sa fiancée, que tous les avenirs possibles étaient morts ce jour-là, et qu'il les pleurait. Odette le regarda différemment après cela, moins comme un employé, plus comme une personne. Les repas devinrent plus animés, les conversations s'enrichirent. Il l'aidait désormais au jardin, non plus par obligation, mais parce qu'elle souhaitait sa compagnie. Ils allaient ensemble au marché le samedi. Au début, il portait ses sacs. Puis ils commencèrent à faire les courses ensemble, à planifier les repas, à échanger des recettes. C'était devenu une collaboration étrange, mais efficace. C'est Madame Dubois, la voisine, qui a semé le doute. Elle a fait remarquer à Odette, au marché, que c'était charmant qu'elle ait maintenant un petit-fils qui vivait chez elle. Odette l'a corrigé, expliquant que Maxime n'était pas un petit-fils, mais un employé. Madame Dubois a haussé un sourcil et a dit « Bien sûr, un employé qui mangeait à sa table, marchait à ses côtés, la faisait rire, quelle que soit l'histoire. » Son ton ne laissait aucun doute sur son scepticisme. Odette réalisa plus tard comment les gens commençaient à la regarder. Avec curiosité, avec spéculation, avec un jugement à peine voilé. Elle avait 77 ans. Maxime en avait 25. Il vivait chez elle. Bien sûr que les gens parlaient. Bien sûr qu'ils supposaient des choses. Cela la dérangeait plus qu'elle ne l'aurait cru. Non pas parce que le jugement était injuste, mais parce qu'une partie d'elle souhaitait qu'il soit vrai. En mai, Odette réalisa avec une horreur grandissante qu'elle éprouvait des sentiments pour Maxime, non pas des sentiments maternels, mais des sentiments romantiques, ridicules, obscènes, impossibles, et pourtant bien réels. Elle avait 77 ans et fantasmait sur un jeune homme de 25 ans. Elle se réveillait en sursaut, hantée par des rêves confus où il apparaissait, et devait s'asseoir au bord de son lit, attendant que son cœur se calme et que la honte s'estompe. Elle commença à l'éviter. Elle prenait ses repas dans sa chambre, prétextant un malaise. Elle cessa de demander de l'aide au jardin.
Elle laissait le piano fermé. Maxime remarqua le changement. Il lui demanda si elle avait fait quelque chose de mal. Elle répondit que non, qu'elle avait juste besoin d'espace. Il respecta son choix. Mais la maison redevint froide. Un silence pesant s'installa. Une semaine passa ainsi, et Odette réalisa qu'elle se comportait comme une idiote. Maxime était un ami, son seul ami. Elle était en train de tout gâcher à cause de sentiments pitoyables qu'il ne partageait manifestement pas et dont il n'aurait jamais connaissance. Ils reprirent leurs habitudes. Maxime semblait soulagé. Tout était redevenu normal, sauf qu'Odette était hyper consciente du moindre contact, du moindre sourire, du moindre instant partagé. C'était un supplice constant, mais elle préférait la solitude. Jusqu'au jour où tout a basculé. C'était fin mai, une douce nuit. Ils étaient dans le jardin après le dîner. Il réparait la clôture. Elle arrosait les fleurs. Il fit une plaisanterie. Elle rit. Il rit. Et puis, ils se fixèrent du regard, et l'instant s'étira. Maxime murmura qu'il devait lui avouer quelque chose, qu'il était là depuis des mois et que leur relation avait commencé par simple commodité, mais qu'elle avait pris une autre tournure. Elle était devenue importante pour lui, plus importante qu'elle n'aurait dû l'être. Il savait que c'était déplacé, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Odette se figea. Il poursuivit. Il dit comprendre qu'elle puisse être offensée, qu'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise, mais qu'il se devait d'être honnête. Il éprouvait des sentiments pour elle. Il ne savait pas exactement de quoi il s'agissait, mais ils étaient réels et forts, et il le rendait fou. Odette aurait dû l'arrêter là. Elle aurait dû dire que c'était impossible, qu'il se trompait, qu'elle était trop vieille. Mais elle n'a rien dit de tout cela. Elle a dit qu'elle le ressentait aussi. Qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne s'approuvait pas, mais qu'elle le ressentait. Maxime fit un pas vers elle. Il lui demanda s'il pouvait l'embrasser. Elle aurait dû dire non. Elle a dit oui. Le baiser était maladroit, hésitant et étonnamment doux. Lorsqu'ils se séparèrent, ils se regardèrent, un peu surpris de leur propre comportement. Odette déclara que c'était de la folie. Maxime acquiesça. Ils s'embrassèrent de nouveau malgré tout. Ils passèrent la nuit à discuter dans le jardin jusqu'à l'aube, à établir des règles. Personne ne devait être au courant. Ce serait un scandale. Cela ruinerait sa réputation. Personne ne comprendrait. Eux-mêmes comprenaient à peine, mais ils voulaient essayer, voir ce que c'était. En secret, ce qui suivit furent 2 des mois les plus heureux qu'Odette ait vécu depuis plus de 10 ans. Maxime et elle restaient prudents en public, gardant une distance respectueuse. Mais en privé, ils étaient amants. Pas seulement physiquement, bien que ce fût aussi le cas, et que ce fût mieux qu'Odette ne l'avait imaginé à son âge. Mais émotionnellement, des conversations tardives, des rires, une complicité. Elle se sentait jeune, non pas en niant son âge, mais en se rappelant qu'elle était vivante. Mais dans les petites villes, les secrets sont impossibles à garder. Les voisins l'ont remarqué. Des lumières restées allumées trop tard. Des rires provenant de la maison. Maxime quittant sa chambre au 3e étage, mais aperçut au 2e, là où se trouvait celle d'Odette. Les rumeurs ont enflé. On a commencé à poser des questions directes. Odette a nié. Elle a dit que Maxime n'était qu'un employé, presque comme un petit-fils adoptif. Les gens ont fait semblant de la croire, mais ils n'y croyaient pas vraiment. C'est en août que Maxime lui a suggéré d'arrêter de se cacher. Il lui a dit qu'il l'aimait, qu'il n'en avait pas honte, que de toute façon les gens allaient les juger, alors pourquoi ne pas l'admettre? Odette a paniqué. Elle a refusé, disant qu'il ne comprenait pas les conséquences d'un tel scandale, que cela ruinerait sa vie, que ses amis, sa famille, tout le monde se retournerait contre lui. Il a dit que cela lui était égal. Elle a rétorqué qu'il devrait s'en soucier. Ils se sont disputés pour la première fois. Il l'a accusé d'avoir honte de lui. Elle l'a accusé d'être naïf. La solution proposée par Odette était un mensonge. Si les gens avaient besoin d'une histoire, on leur en donnerait une. Une histoire fausse, mais acceptable. On dirait que Maxime était son petit-fils éloigné, le fils d'un cousin éloigné vivant à l'étranger. Il était venu en France pour étudier et vivait chez elle. Rien de romantique, juste de l'entraide familiale.
Les gens y croiraient parce qu'ils voulaient y croire, car l'alternative était trop gênante. Maxime hésita. Mentir lui semblait mal, mais Odette insista. C'était le seul moyen de rester ensemble, sans tout détruire. Il céda. Ils commencèrent à raconter des histoires. Interrogés, ils disaient être de la même famille, cousins, un lien de sang qui justifiait leur proximité. Certains les crurent, d'autres, sceptiques, acceptèrent l'explication officielle. Madame Chevalier fit remarquer qu'elle ignorait qu'Odette avait de la famille. Odette inventa d'autres détails. Une cousine en Amérique. Elles avaient entretenu une correspondance pendant des années. Maxime voulait explorer ses racines françaises. Le mensonge fonctionna pendant 2 semaines. Puis vint ce samedi. Le marché était bondé. Ils étaient détendus, persuadés que le mensonge avait fonctionné, qu'ils pouvaient enfin se détendre. Maxime lui prit la main, sans réfléchir, un geste naturel. Odette ne retira pas sa main. Pendant 5 secondes, ils marchèrent main dans la main comme un couple, jusqu'à ce que Madame Chevalier les voie. Et tout s'écroula. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À la tombée de la nuit, toute la ville était au courant. Des cousins ne se tiennent pas la main comme ça. Il y avait clairement anguille sous roche. Le mensonge était dévoilé. Pire encore, il ne faisait que renforcer les soupçons. S'ils avaient menti sur leur lien de parenté, c'est qu'ils cachaient une relation inappropriée. La population était furieuse, non seulement à cause de cette relation, mais aussi à cause du mensonge. Elle se sentait trahie. Monsieur Dubois s'est présenté à la porte dimanche matin. Il a dit qu'il représentait des voisins inquiets et qu'ils avaient besoin de connaître la vérité. Odette a tenté de maintenir le mensonge. Elle a expliqué que se tenir la main était un malentendu, que Maxime l'avait aidée uniquement parce qu'elle avait failli tomber. Dubois ne l'a pas cru. Il a rétorqué que tout le monde était au courant et qu'il fallait être honnête, au moins maintenant. Maxime descendit les escaliers à ce moment-là. Il avait surpris la conversation. Il confirma qu'ils étaient en couple. Il expliqua que mentir sur leur lien de parenté était une erreur, mais qu'il l'avait fait car il savait que personne n'accepterait la vérité. Il ajouta qu'il aimait Odette et qu'il ne ferait plus semblant du contraire. Odette pâlit. Dubois était choqué. Il déclara que c'était obscène, que la différence d'âge rendait tout inacceptable, que Maxime profitait manifestement de la vulnérabilité d'une femme âgée. Maxime a nié catégoriquement. Il a affirmé que la relation était consentie, qu'Odette n'était pas manipulée. Dubois a déclaré qu'il en informerait les autres. Il est parti en disant que l'affaire n'était pas close. Toute la ville s'est divisée. Certains ont défendu Odette, arguant que c'était sa vie amoureuse. D'autres l'ont condamné, l'accusant de se ridiculiser. Maxime a été la cible des attaques les plus virulentes. On l'a traité d'opportuniste, accusé d'avoir un intérêt financier, de profiter de la confusion d'une femme. La pression s'intensifiait. Une lettre anonyme, contenant des propos horribles, arriva. Quelqu'un jeta une pierre contre la fenêtre. Le boulanger refusa de leur vendre du pain. Au marché, les gens leur tournèrent le dos. Odette commença à craquer sous la pression. Elle confia à Maxime qu'ils devraient peut-être se séparer, que cela n'en valait pas la peine. Il lui demanda si elle ne l'aimait pas. Elle répondit qu'elle l'aimait, mais que l'amour ne suffisait pas face à l'hostilité de toute la ville. Maxime prit alors sa décision. Il déclara que si leur amour lui causait tant de souffrance, il partirait, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il l'aimait. Il ne voulait pas être une source de douleur. Odette protesta faiblement. Soulagée en partie, elle était aussi anéantie en partie. Il fit ses bagages, l'enlaça une dernière fois et s'en alla. Les semaines suivantes furent un véritable supplice. Odette retourna vivre seule dans une maison qui lui paraissait plus vide que jamais. On avait cessé de la harceler ouvertement, mais les regards de pitié étaient encore plus pénibles. Pauvre vieille femme, dupée par un jeune opportuniste. Elle ne les contredisait pas. Elle les laissait croire ce qu'ils voulaient. Mais la vérité, c'est que Maxime ne l'avait jamais trompée. Le seul mensonge était celui qu'elle avait inventé. Et ce mensonge avait détruit la seule chose authentique qu'elle possédait. Les mois passèrent. Octobre arriva. Les feuilles tombèrent.
Odette vivait dans une torpeur grise. Elle jouait parfois du piano, mais la musique était sans vie. Elle mangeait seule. Elle dormait seule. Elle était seule. De retour à ce qu'elle était avant Maxime, mais en pire, car maintenant elle savait ce qu'elle était en train de perdre. C'est Madame Chevalier qui se présenta en novembre. Elle frappa à la porte, entra sans y être invitée, s'assit et déclara qu'il fallait qu'elle parle. Que toute la ville s'était trompée, qu'elle avait mené l'enquête, parlé à Maxime avant son départ, vu les lettres qu'il avait laissées, que son amour était sincère, qu'Odette n'avait pas été dupe, qu'elles avaient jugé la situation sans la comprendre. Elle raconta que Maxime vivait à Paris dans des conditions épouvantables, cumulant les emplois et refusant de demander de l'aide, qu'il était visiblement anéanti, que peut-être, juste peut-être, si l'on se trompait sur ses intentions, on se trompait aussi sur son droit de juger les relations. Odette demanda à Madame Chevalier pourquoi elle disait cela. Celle-ci répondit que c'était parce qu'elle aussi était âgée, qu'elle comprenait la solitude, que si elle avait trouvé quelqu'un qui la rendait heureuse, quel que soit son âge, elle voudrait que l'on défende son droit au bonheur. Il lui tendit un papier avec l'adresse de Maxime. Il lui dit que si Odette l'aimait encore, elle devait le rejoindre. La vie était trop courte pour gâcher un amour véritable. Odette regarda l'adresse. Elle pensa qu'il ne voudrait finalement pas la voir. Madame Chevalier rétorqua que le seul moyen de le savoir était d'essayer. Il partit, laissant Odette face à sa décision. Il lui fallut 1 semaine. Mais Odette y alla. Elle se rendit à Paris pour la première fois depuis des années. Elle trouva l'adresse, un petit appartement dans un quartier pauvre. Elle frappa. Maxime ouvrit. Il fut stupéfait de la voir là. Avant même qu'il puisse dire un mot, elle lui avoua avoir menti. Pas sur son amour pour lui, c'était vrai, mais sur le fait de l'avoir laissé partir, de ne pas s'être battu pour eux, d'avoir accordé plus d'importance à l'opinion d'inconnus qu'à son propre bonheur. Elle dit que s'il le souhaitait encore, elle voulait réessayer, mais cette fois, sans mensonge, sans se cacher, pour affronter ensemble le jugement s'il le fallait. Maxime l'attira à l'intérieur et l'embrassa. Il lui dit qu'il ne l'aimait pas depuis toujours, qu'il vivait un enfer sans elle, mais qu'il respectait son choix, que si elle était prête à affronter le monde, il serait à ses côtés. Odette retourna à Honfleur avec Maxime. Cette fois, il entra par la porte principale, la tête haute. Cette fois, sous les regards, elle lui tenait la main ouvertement. Cette fois, lorsqu'on l'interrogeait, elle disait la vérité. Oui, il avait une relation avec Maxime. Oui, la différence d'âge était énorme. Non, je n'étais pas trompé. Non, je ne cherchais l'approbation de personne. Certains continuaient de juger. Mais d'autres, étonnamment, se montrèrent compréhensifs. Madame Chevalier commença à les accueillir chaleureusement. Le boulanger reprit la vente de son pain. Tous n'acceptèrent pas, mais suffisamment l'acceptèrent. Le mensonge initial a failli tout détruire. Mais la vérité, aussi difficile fut-elle, les a sauvés. Odette a appris qu'aimer à 77 ans n'était pas moins valable qu'aimer à 27 ans, que la différence d'âge n'était qu'un chiffre, quand le lien était authentique, que le seul mensonge qui comptait était celui qu'elle se mentait à elle-même en se croyant digne du bonheur. Maxime et elle vivaient ensemble au grand jour. Certains jours étaient difficiles. Les commérages allaient bon train. Mais ils étaient ensemble, vraiment, sans masque, et cela, ils l'ont découvert, valait bien tous les jugements du monde.